Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h04 sur Sud Radio, l'heure pour nous de vous présenter ce face-à-face. On parle d'économie aujourd'hui avec Philippe David qui présente l'émission et qui reçoit Michel Rumi, économiste, professeur d'économie à Sciences Po Paris. Bonjour Michel Rumi. Bonjour. Bonjour David. Bruno Le Maire a averti lundi sur Twitter contre le risque de crise financière et de déclin économique de la France que constitue selon lui la nouvelle donne politique issue des législatives où aucun camp politique n'a réussi à avoir la majorité absolue. Un avertissement sur une possible crise financière qui n'est pas le seul, puisque si on en croit la Tribune du dimanche, le journal économique, l'inquiétude est généralisée jusqu'au sein de la Banque Centrale Européenne, puisque lors de son séminaire annuel qui s'est tenu à Sintra au Portugal du 1er au 3 juillet, l'anxiété, je cite, était nettement perceptible au fil des réunions et des panels, et que la question sur toutes les lèvres concernait une éventuelle intervention de la BCE en cas de panique sur les marchés concernant la situation financière de la France. Michel Rumi, quand on lit le tweet de Bruno Le Maire, est-ce que c'est pas l'avertissement du pompier pyromane, sachant qu'il est ministre des Finances depuis 7 ans ? Certes, je dirais à sa décharge. Mais malgré tout, tout n'explique pas tout. Il y a eu des événements comme les Gilets jaunes, il y a eu la crise sanitaire, il y a eu l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc c'est vrai que la philosophie a été de conserver le pouvoir d'achat des ménages. Malgré tout, ce qu'il faut bien voir, c'est que ces crises-là ont compensé pour à peu près un tiers, à peu près 300 milliards d'euros sur les 900 qui ont été faits. Donc c'est vrai que aussi paradoxal que ça peut être, c'est vrai que la situation a été aggravée par les 7 ans de gouvernement Macron, mais aujourd'hui, vu l'état des finances publiques et en même temps vu le déficit, la situation risque de s'empirer, et donc du coup ça inquiète les partenaires européens, voire la planète financière, qui se dit mais la France c'est pas un petit pays, faut bien se rappeler que grosso modo la Grèce ne faisait que 1,5% du PIB, hein, et donc là on est sur des 10 fois plus, et donc on a peur en fait des conséquences de cette situation au niveau européen. On va tout voir en détail, mais comment expliquer la situation actuelle ? Alors je rappelle que la dette de la France officielle c'est 110% du PIB, et on a un déficit budgétaire prévu à 5,1% fin 2024, alors que les critères de convergence de Maastricht limitaient à 3%. En théorie. Oui, tout à fait. En fait, quelle est l'idée ? C'est que progressivement, jusque dans les années 70, je crois que jusqu'en 1974, on a eu un excédent budgétaire. Et depuis 1974, donc ça fait 50 ans, on a eu des déficits. Alors, des déficits qui ont eu, de graves conséquences, parce que en fait, au lieu de prendre à bras le corps, on a fait des tentatives, et durant ces 50 ans, bien sûr, on a fait des relances budgétaires qui n'ont pas apporté leurs fruits, mais il y a eu d'autres crises, et à chaque fois qu'on a eu des crises, on a utilisé l'arme du budget, et les périodes de calme n'ont pas permis de résorber ce déficit. Et donc, du coup, on se retrouve avec cette dette, on va dire, abyssale, d'une certaine manière, dans la mesure où ça fait beaucoup, et donc ça vient poser la question de la crédibilité de la France au niveau international et financier. Michel Rumi, vous l'avez rappelé, le dernier budget en équilibre de la France, c'était 1974, il y a 50 ans. Si on sortait le tube de l'été et le meilleur film au box-office, ça donnerait vraiment un côté vintage au débat. Comment expliquer cette fuite en avant d'un demi-siècle ? En fait, on n'a pas pris la mesure de la difficulté. Et au départ, il faut bien se rendre compte que le 74, c'est les premiers chocs pétroliers. Au départ, on pense que c'est conjoncturel, et donc l'économie va reprendre. Puis en 79, il y a un deuxième. Et là, on commence à se dire, tiens, ça commence à être sérieux, et donc ce n'est plus conjoncturel, c'est structurel. Et puis on commence à faire des choix, inflation versus chômage. Et puis, mais en 80, excusez-moi, la dette de la France était très faible, c'était 400 milliards de francs, je crois, nonobstant deux chocs pétroliers. Oui, mais l'idée, ce qui s'est passé, c'est qu'on a toujours relancé, il ne faut pas oublier 1981, c'est M. Mitterrand et la relance budgétaire, etc., qui n'a pas porté ses fruits, ce qu'il faut bien voir, et on a eu le tournant de la rigueur en 1983, où on a eu un déficit commercial associé à un déficit budgétaire, et donc on commence à serrer les boulons. Et puis, bien sûr, il y a eu des inflations compétitives, il y a eu, pendant les années 90, il y a eu une légère amélioration
amélioration. Mais grosso modo, depuis, ce qu'il faut bien voir, c'est que depuis 1990, donc ça veut dire depuis les 35 dernières années, eh bien, on a eu un déficit budgétaire que 9 fois en deçà de 3%. Donc on a été toujours au-delà des 3%, ce qui a fait que, bien sûr, on est passé sur les fouches codines de la BCE, de la Commission européenne, en disant il y a déficit excessif, etc. Mais en fait, à chaque fois, on est revenu. Mais en fait, il y a eu c'était jusqu'à présent on rentrait dans des schémas d'endettement qui étaient, on va dire, raisonnable, entre guillemets, je dis bien ce raisonnable, mais là on dépasse les 100%. Et c'est là que cela pose problème, parce que d'un seul coup, on devient à être difficilement gérable. Michel Rumi, vous parlez des 35 dernières années, 1990, les critères de convergence de Maastricht, c'est 92 pour une entrée en vigueur de l'euro 10 ans plus tard. Dans ce laps de temps, il y a eu 5 ans avec une croissance à 4% à peu près, c'était les années Jospin, notamment avec le développement de la tech, l'arrivée des téléphones portables qui a créé un surplus de croissance. À l'époque, en plus, la France avait un commerce extérieur excédentaire. Comment expliquer que même avec 4% de croissance, ce qui est, je crois, à 1% près la croissance moyenne des 30 glorieuses, on ne soit pas arrivé à avoir un budget en équilibre? Moi, je me rappelle à l'époque, on parlait de cagnotte alors qu'on s'endettait de 180 milliards de francs. J'ai pas la même conception de la cagnotte. L'idée était qu'on a voulu relancer l'activité économique, et comme tout investissement, on n'est pas retombé sur ses pieds, alors qu'on n'a pas fait, alors qu'on aurait pu rentrer dans la rigueur budgétaire, on aurait eu de meilleurs résultats, mais on a fait des choix, des relances qui n'ont pas porté leurs fruits. C'est toute la difficulté, c'est les choix politiques, et comme tout homme politique et comme tout un chacun, tout investissement n'est pas rassurant. On n'est pas certain du retour sur investissement, et malheureusement il y a eu des choix qui n'ont pas été, on va dire, en termes de finances publiques raisonnables, et donc c'est pour cela qu'on arrive à ce type de problème aujourd'hui. Tiens, je ne sais pas si vous avez les chiffres, mais vous m'avez inspiré une question qui n'était pas prévue. À l'époque, on avait beaucoup moins de dettes qu'aujourd'hui. Faudrait combien de croissance pour avoir un budget en équilibre aujourd'hui? Faudrait avoir 15% de croissance, une croissance à la singapourienne ou taïwanaise dans les années 70 ou 80? Oui, ouais, alors il faut refaire des simulations, mais il faut une forte croissance qui pourrait nous rappeler, on va dire, la croissance des 30 glorieuses d'une certaine manière, pour éventuellement rattraper la chose, je dirais, cette dette. C'est pour ça que d'un seul coup, le comportement vis-à-vis de la dette est totalement changeant. On ne dit plus maintenant il faut que je rembourse le capital, j'ai du moment que je paye les intérêts et que j'inspire confiance, tout rentre dans l'ordre d'une certaine manière. Alors justement, la dette française, elle est en fait le double. On parle de 110%, puisque dedans, on oublie juste de comptabiliser les engagements sur les pensions des fonctionnaires. La dette, elle est plus près de 200%. Alors, je dis que si un patron du privé faisait ça, ce serait déclaration de faux bilan, parce que si vous mettez pas les provisions dans un bilan, c'est sûr qu'il est bien meilleur que ce qu'il est en réalité. On peut passer d'un gros bénéfice à un gros déficit. On est donc plus près de 200% que de 110%. Alors, première des choses qu'il faut bien pour éclaircir, la comptabilité privée, c'est-à-dire comptabilité d'entreprise, est différente des comptabilités finances publiques, parce que l'État, on va dire, a une durée de vie éternelle. On va faire simple. Et puis, un patron d'entreprise, un actionnaire est responsable sur son patrimoine personnel, ce qui n'est pas le cas des politiques, soit dit en passant. Notamment. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que les engagements de retraite, ils sont de l'ordre d'à peu près de 1700 milliards d'euros. À peu près 65% à peu près du PIB. Je donne des ordres de grandeur. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que, en fait, elles sont provisionnées sur les 15 prochaines années. Donc le taux aujourd'hui, à 15 ans, il est de l'ordre d'à peu près de 3,5%, à peu près 3,30 à peu près. Donc ce qui veut dire que ces 1700 ne reviennent pas concrètement actualisés à 1700 milliards. Néanmoins, il convient de les rajouter, et ce sont des engagements. Alors, il y a également aussi, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on les fait pas apparaître, on va dire, et ça je reste, excusez-moi, sur le plan comptable, sont des engagements hors bilan, c'est-à-dire qu'ils ne rentrent pas dans la périodicité annuelle. C'est-à-dire que c'est l'ensemble sur les engagements, que c'est comme à la limite si vous portez caution de votre enfant ou d'un investissement, et vous portez caution pour un prêt. C'est potentiellement, mais ça revient pas. Donc bien sûr ici, cette caution, ça se fait sur plusieurs années. Et donc les engagements de retraite, c'est, on va dire, in fine, très longtemps. Et donc on ne peut pas les engager. Mais bien sûr, si on fait à un moment donné cet état brut, à un moment donné, mais qui n'est
représente pas la réalité. Ça représente une forte partie d'endettement. Et on est donc plus près des 200 que des 100%, probablement. Oui, à peu près. Un peu moins, mais bon, on est au-delà des 100%, c'est certain. 150. On est déjà à 110 dans ce qui est déclaré. On a le plaisir d'avoir avec nous Michel Rumi, économiste, professeur d'économie à Sciences Po Paris et à l'ESCP, pour parler de la crise financière que certains nous annoncent possible. Vous voulez réagir? Manu attend vos appels au 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants. Sud Radio dans tous ses états. Philippe David. Sud Radio dans tous ses états. Philippe David. Et on a le plaisir d'avoir avec nous Michel Rumi, économiste, professeur d'économie à Sciences Po et à l'ESCP, pour parler de la crise financière qu'on risque de se prendre en pleine face cet été. C'est pas moi qui le dis, c'est Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté économique et de la souveraineté industrielle et numérique. Ça fait quand même un titre à rallonge. Vous voulez réagir? Posez vos questions à Michel Rumi. Manu attend vos appels au 0826 300 300. Michel Rumi, le Japon a une dette qui atteignait 252% du PIB fin 2023. Quand la dette italienne atteignait fin 2023 137%. Pourtant, c'est la dette italienne qui inquiète le plus. Pourquoi ? En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est la relation. En fait, c'est culturel d'une certaine manière. La dette japonaise est majoritairement détenue par la population, qui a l'intérêt supérieur de l'État. On va dire ça comme cela, qui est aujourd'hui détenue par des anciens, et c'est aussi en même temps des emprunts perpétuels. Et donc, comparativement, on va dire à l'Italie, où l'Italie détient sa dette, finance sa dette par les marchés. Et donc, ce qui pose problème, c'est cet aspect-là. Alors, déjà, au point de vue culturel, deuxième chose également, c'est en termes de maturité. Le Japon a rallongé sa dette, on va dire sa maturité de sa dette. La dette moyenne, elle est à un peu plus de 9 ans, alors que l'Italie s'endette plutôt, on va dire, à court moyen terme. Donc elle est plus, on va dire, ouverte, plus sensible aux effets de conjoncture, ce que j'appelle de court et moyen terme. Donc c'est pour cela qu'elle revient. C'est-à-dire qu'elle n'a pas une base nationale pour financer sa dette, et en même temps elle dépend des marchés, et en même temps elle s'endette à court moyen terme. Donc ce qui fait qu'il y a deux paramètres, et c'est pour cela que cela perturbe d'une certaine manière les investisseurs, dans la mesure où on se dit mais elle n'a pas de base qui peuvent la sauver si les marchés la refusent. Eh bien elle pourra plus continuer son activité économique. Alors Sandrine Rousseau n'a pas exclu l'idée d'aller chercher dans l'épargne des Français en prenant l'exemple du Japon, qui a une dette qui appartient aux Japonais. Est-ce que ce serait jouable? Alors je crois que l'épargne des Français c'est 6 000 milliards à peu près. Oui, à peu près. Et est-ce que c'est jouable économiquement et surtout politiquement? C'est-à-dire par exemple faire un grand emprunt d'État en demandant aux gens leur avis, pourquoi pas, mais si on leur prend leur épargne, là je pense qu'il risque d'y avoir des mouvements dans les rues. Non, je pense pas qu'il faille penser à l'épargne. Par contre, on peut faire un emprunt forcé. Un emprunt forcé. Un emprunt forcé, on vous met un flingue sur la tempe et il faut dire oui, je consens à l'emprunt, c'est ça? Oui, on met des formes aussi en même temps. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1983, par exemple, François Mitterrand, sous la présidence de François Mitterrand, il y a eu un emprunt forcé. Le taux était de 10% alors que l'inflation était à 9,6. Et en fait, cet emprunt était ciblé sur les plus fortunés. C'était ceux qui payaient à l'époque plus de 5 000 francs d'impôts, c'est-à-dire les plus fortunés. Et on leur disait de payer 10% de leur impôt en emprunt, d'une certaine manière. Donc aujourd'hui, c'est pas tant l'épargne, puisqu'il y a quand même, pour ceux qui sont les plus démunis, ont un peu d'épargne, on va pas aller les chercher. On va toujours chercher, toujours les plus fortunés. Et donc, ça serait plutôt dans cette optique-là, beaucoup plus que de façon uniforme à l'ensemble de la population française sur l'épargne. C'est surtout toujours, faut pas oublier que le programme du nouveau Front populaire vise plutôt à taxer les plus fortunés, beaucoup plus que de façon unilatérale tous les Français. Mais méfiance que il y avait François Hollande dedans, pour qui on était riche à 4 000 € par mois, rappelons-nous, hein. Oui, mais bon, alors qu'est-ce qu'être riche? Est-ce que c'est forcément une richesse, on va dire, monétaire? Faut voir en même temps si c'est une richesse patrimoniale également. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte quand on considère la richesse, et c'est pas si simple que ça de dire qui est riche en fait. On peut ne jamais avoir travaillé et être très riche. Il suffit d'avoir gagné à l'euro-million à 18 ans, quoi. D'une certaine manière. Non, mais c'est vrai. Et la richesse, qu'est-ce que être riche? C'est un problème philosophique, et philosophique au sens large, puisqu'on peut très bien s'estimer. Je suis riche de mes amitiés et non pas forcément de riche monétairement et au niveau patrimonial. Vous parliez tout à l'heure du remboursement de la dette qui pose question.
On parle de rembourser les intérêts, mais le capital, on peut arriver à le rembourser ou pas ? Ou non, alors à horizon 2323 ou je sais pas, dans 300 ans. Ce qu'il faut bien voir, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, en fait, lorsque un particulier s'endette, on va dire, ne serait-ce que pour son prêt immobilier. Sur 20-25 ans. Voilà. La partie de sa mensualité comprend une partie du capital et une part des intérêts. Absolument. Lorsque l'État s'endette, il fait ce qu'on appelle un remboursement in fine. C'est-à-dire que pendant toute la période, admettons sur 10 ans, il va payer tous les intérêts, chaque année les intérêts de sa dette, et la 10e année, avec le dernier remboursement paiement de ses intérêts, il va emprunter pour rembourser le capital. Et il repart sur 10 ans, etc. Donc il fait rouler sa dette d'une certaine manière. Donc ça, c'est le comportement de l'État. Donc la question qui se pose, c'est finalement, qu'est-ce qui fait que ce système tient ? Eh bien, c'est comme l'idée, c'est quel est le bon client pour une banque ? Eh bien, un client pour une banque, c'est une personne ou une entreprise qui s'endette tout le temps et qui paye, toujours ses intérêts et qui se réendette régulièrement. Eh bien, nous sommes un bon client. La France est un bon client pour les marchés financiers parce que à chaque fois, elle rembourse rubis sur ongle les intérêts et ne rembourse jamais le capital. Donc aujourd'hui, concrètement, la dette française, les 3 000 milliards, si on reste dans ce schéma-là, ne sera jamais remboursée. Mais par contre, il faut que la France soit toujours crédible et paye toujours ses intérêts. Or, à un moment donné, si on s'endette tout le temps, à un moment donné, il va y avoir que le montant des intérêts se vienne de plus en plus important, et donc pose la question de la crédibilité. Et c'est ça la grande difficulté. C'est qu'aujourd'hui, en 2024, à peu près les intérêts de la dette sont à 50 milliards, mais en 2027, on sera de l'ordre un peu plus de 70. Donc, vous voyez qu'en 3-4 ans, on a à peu près 40% d'augmentation. Oui. Donc, à un moment donné, si on laisse filer la dette d'une certaine manière, on va arriver à où la dette, déjà en 2027, les intérêts de la dette sera le premier poste du budget. Et pour donner une idée, 20 milliards, c'est l'équivalent de 4 remplaçants du porte-avions Charles de Gaulle. Donc c'est totalement... Oui, mais c'est sûr, et ce qu'il faut bien voir, c'est que 70 milliards, c'est à peu près le budget de la défense ou de l'éducation nationale. Donc c'est quand même un poste important, on va dire. Oui, l'éducation, c'est 85 milliards, je crois. Donc c'est à peu près... Oui, c'est à peu de choses près ça. Oui. Depuis des années, la France émet, pour financer sa dette, des OAT, des obligations assimilables du Trésor. C'est l'agence France Trésor qui se trouve à Bercy, qui s'en occupe. Comment est-ce que ça fonctionne pour que les auditeurs comprennent comment la France fonctionne sa dette, Michel Rumi? Alors, de manière générale, on va dire il y a un déficit budgétaire. Au plan comptable, on doit avoir un équilibre budgétaire. Donc, lorsque l'État n'arrive pas à équilibrer son budget, elle va demander à l'agence France Trésor, qui est entre guillemets les traders de l'État français sur les marchés financiers, c'est une image, je précise, eh bien, qui doivent placer cette dette auprès de certaines banques, qu'on appelle des spécialistes en valeur du Trésor. Et à partir de là, ce sont généralement des banques ou des institutionnels, et ce qui va se passer, c'est que ces spécialistes en valeur du Trésor achètent la dette, ce sont ce qu'on appelle les émissions primaires, et puis après, ces banques vont revendre sur le marché secondaire ces obligations, et à partir de là, eh bien, l'idée est que les banques vont faire du business, et l'État, de toute façon, est financé d'une certaine manière. Mais Michel Rumi, est-ce que la limite à l'émission des OAT, donc les obligations assimilables du Trésor, est-ce que c'est la limite jusqu'au jour où les gens refusent de vous prêter? Vous savez, un peu comme vous allez chez votre banquier qui vous dit l'endettement c'est 30%, vous voulez changer de voiture, vous êtes déjà à 28, ça montera à 35, je vous prête pas pour acheter une nouvelle voiture. C'est toute la problématique, c'est quoi? C'est qu'en fait, aujourd'hui, les marchés sont les juges, entre guillemets, dans le sens où il convient que la politique économique menée par les États soit crédible et soutenable. Et c'est ça qui est très important. Crédible, c'est que les objectifs soient, je dirais, susceptibles d'être tenus, et soutenable, c'est-à-dire qu'on y arrive. Et c'est ça la grande difficulté, c'est que tant qu'on arrive à ces objectifs, s'ils sont soutenables et crédibles, à ce moment-là, les marchés financiers nous prêtent. Dès lors que, il y a ne serait-ce qu'un aléa, on se pose des problèmes. Et on voit très bien que aujourd'hui, lorsqu'on voit les agences de notation, que ce soit Standard & Poor's ou Moody's, qui disent attention, si vous remettez en compte en cause le financement des retraites et d'autres éléments, l'assurance chômage, eh bien à ce moment-là, vous ne donnez pas les moyens de nous faire croire que votre politique est crédible. Ce qu'il faut bien voir, c'est que les agences de notation, c'est pas forcément sur la capacité de remboursement, c'est sur la volonté et la capacité
à rembourser sa dette. Et c'est ça qui est très important. C'est pas l'état financier de la France, c'est surtout sur cette volonté, cette capacité. Et dès lors que et cette capacité à réformer se passe par des réformes structurelles. Si l'on remet en cause ces réformes structurelles, à ce moment-là, les marchés financiers risquent de ne poser des problèmes, de dire, eh bien voilà, du coup, on va vous prêter, mais plus cher. Et donc avec des taux qui sont très importants. Et avec, on parle de 20 milliards, ça peut passer à 25, à 30, etc. Michel Rumi, vous restez bien évidemment avec nous pour ce débat passionnant et ça appelle beaucoup au 0826 300 300. On commencera par prendre la direction de la place Stanislas à Nancy, puis la place du Capitole à Toulouse. Vous voulez poser vos questions à Michel Rumi? Manu attend vos appels au 0826 300 300. Sud Radio dans tous ses états. Philippe David. Sud Radio dans tous ses états. Philippe David. Et on a le bonheur d'être en compagnie de Michel Rumi, économiste, professeur d'économie à Sciences Po Paris et à l'ESCP pour parler de cette crise financière qu'annonce Bruno Le Maire. Alors on espère qu'elle n'aura pas lieu et vous faites beaucoup réagir au 0826 300 300. Michel Rumi, on prend la direction de Nancy. Bonjour Francis. Bonjour à tous. Eh bien, on vous écoute et Michel Rumi vous écoute. Alors, je souhaitais avoir les éclaircissements de Michel sur ces trois affirmations, enfin trois réflexions. La première, c'est que les agences de notation, il en a parlé, sont des outils du capitalisme libéral. Donc attention, ne nous focalisons pas forcément sur les notations et les agences de notation, même si évidemment elles ont une importance. La deuxième réflexion, c'est sur les SVT, les serveurs de valeur du Trésor. Entre l'agence France Trésor au ministère des Finances et les SVT, il y a un organisme qui fait qu'on n'a pas une totale transparence sur qui achète quoi en termes d'OAT. Et la troisième réflexion, quand on parle d'une dette à 3100 milliards, on parle d'une dette dont la durée de vie, si j'en crois la première page du site de l'agence France Trésor, est de quasiment 8 ans. 3100 divisé par 8, j'arrondis à 400 milliards, et on compare toujours une dette de 400 milliards par an sur 8 ans avec un PIB annuel. Est-ce que ce n'est pas une erreur? Voilà, j'attends l'éclaircissement de votre invité. Francis, vous restez avec nous. J'ai noté les questions. Michel Rumi, alors les agences de notation, il y en a trois, hein. Fitch, Moody's et Standard, majoritairement, mais c'est les trois plus connus. Fitch, Moody's et Standard & Poor's. Est-ce que ce sont le bras armé du capitalisme mondial, comme dit Francis de Nancy? Tout dépend comment on se situe. J'élude pas la question. La question qui se pose, ce sont les marchés financiers. Aujourd'hui, c'est vrai, depuis les années 80, on a mis en place un capitalisme patrimonial où, on va dire, les actionnaires sont, on va dire, les privilégiés. On va dire ça pour ça. La question qui se pose, c'est que ces marchés ont besoin de notateurs indépendants qui donnent leurs sentiments sur des critères objectifs. Par exemple, quelle est la différence entre un analyste financier d'une banque commerciale et d'un notateur? L'analyste d'une banque va donner des orientations sur achat, vente, etc., stabilité. Le notateur, lui, il dit voilà, la situation de la France est telle qu'elle est là, et voici les perspectives que j'en vois. Mais il ne dit pas qu'il faut acheter ou pas. Donc, on a besoin ces investisseurs, les marchés financiers, en fait, qui sont des banques et aussi des investisseurs institutionnels, concrètement, ont besoin de personnes, on va dire, impartiales, qui donnent leurs sentiments sur la dette. Donc, c'est pas forcément des agents du capital, ils donnent le sentiment. Mais en même temps, ce qui est très important, c'est que si je dis que ce sont des agents du capital, on peut dire aussi que l'État français pourrait très bien dire, mais oui, mais moi j'ai tous les moyens de rembourser. Donc le niveau se situe entre les deux. La question qu'il convient de voir, c'est que il convient pour tout investisseur et en même temps pour, je dirais, tout particulier, de se poser la question. On alerte, on dit le niveau d'endettement est élevé. Faites attention. Il convient de voir, à faire attention au comportement de l'État au sens large, sur comment gérer les affaires publiques, parce que ce sont des engagements de plus long terme. Et la deuxième question sur le manque de transparence des SVT, selon Francis. Le manque de transparence, c'est quoi? C'est que c'est le serveur de valeur du Trésor. Les spécialistes en valeur du Trésor. Enfin, c'est la question qui se positionne. Ce sont des banques qui achètent, qui ont un privilège pour acheter, ils sont de l'ordre d'une cinquantaine, un peu plus d'une cinquantaine, qui achètent
en échange de certaines informations, on ne va pas rentrer sur le fonctionnement des marchés financiers, en fait, qui ont la possibilité d'acheter des obligations en première main, on va dire, des obligations d'État, et qui après les revendent. Après, la question, le marché, c'est tout et n'importe qui. À la limite, moi, si je veux acheter des obligations d'État, je vais m'adresser, par exemple, à une banque qui, elle, va en acheter, mais ça peut être aussi bien des investisseurs étrangers et n'importe qui. Donc, c'est vrai qu'après, l'idée est qu'il y a une traçabilité relative de savoir, mais aujourd'hui, concrètement, à peu près 50 à 60% de la dette est détenue par des non-résidents. Par des non-résidents. Et les 8 ans de dette, c'est la 8 ans de maturité, je crois, de la dette. Oui, à peu près. Ça consiste en quoi? C'est-à-dire que c'est la durée moyenne de remboursement. Alors, la question, c'est vrai que ça pose une question qui est fondamentale, c'est souvent, dans le critère de Maastricht notamment, on prend le ratio endettement public sur PIB. Or, si on prend à l'échelle on va dire d'un particulier, imaginez que vous envisagez d'acheter une maison, vous avez au numérateur, admettons, 100 millions. Oui, on va dire ça comme ça. C'est une belle maison. Oh, là, c'est un château. Hein. On va dire 100 millions. Et puis, le PIB, en gros, c'est votre salaire. Donc, c'est vrai que c'est anachronique parce que à un moment donné, vous comparez concrètement vos recettes annuelles avec un endettement de long terme. Donc, c'est pas totalement comparable. Mais ça donne une indication. Donc, c'est vrai que comparer deux choses qui sont pas comparables, c'est compliqué. Mais malgré tout, ce sont des critères de cette nature. C'est comparer des choux et des carottes, comme disaient mes profs d'économie. Merci beaucoup, Francis de Nancy, direction Toulouse. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Eh bien écoutez, Michel Rumi vous écoute. Eh bien voilà, je pense depuis longtemps qu'il serait bon de faire ce que j'appelle une économie intérieure, c'est-à-dire une unité monétaire, genre un Bitcoin. Genre une unité monétaire, genre on n'a pas entendu. Une unité monétaire, genre un Bitcoin. Un Bitcoin, d'accord. Et qui ne serait valable qu'à l'intérieur des frontières françaises et des dom-toms. Ce qui permettrait de récupérer les caisses de l'État, toute la monnaie nationale, et permettrait donc à l'État de relancer l'économie française, de rembourser la dette, et avec cette monnaie intérieure, de sécuriser les avoirs sociaux, c'est-à-dire maladies, vieillesse, etc. Alors, Jean-Pierre de Toulouse, on va faire réagir Michel Rumi. Est-ce qu'on peut avoir une monnaie parallèle à l'euro? Je me souviens à l'époque, on avait l'ECU, qui voulait dire European Currency Unit. C'était pas l'ECU, les vieilles monnaies du Moyen Âge, qui étaient avant l'euro. Est-ce que ce serait possible d'avoir à nouveau deux monnaies? La question, c'est que ce qu'il faut bien voir, c'est que l'euro est notre monnaie. Tel est marqué dans le code monétaire et financier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un cours légal et cours forcé, concrètement. Tout paiement en euros ne peut pas être refusé en France, c'est en zone euro. Dès lors qu'il y a une autre monnaie, on ouvre la possibilité que la contrepartie n'accepte pas cette monnaie. Donc du coup, imaginons alors là, il veut les garder pour les frontières intérieures. Voilà, donc ça pose un problème. On ira acheter sa baguette de pain dans le Bitcoin qui verrait peut-être le Bitcoin. Oui, mais la grande difficulté, ça veut dire que à terme, on sortirait de la zone euro, c'est-à-dire que l'euro ne serait plus notre monnaie. Et la difficulté, c'est en même temps de trouver des parités entre cette monnaie commune avec l'euro. Ça pose d'autres problèmes. C'est éventuellement qui garantit cette monnaie. Parce que c'est bien d'en émettre. Ça voudrait dire que, admettons que ça soit la Banque de France, mais qui dépend de la BCE, ce qu'il faut bien voir. Il faut bien voir que la Banque de France est une filiale de la BCE. Elle pourra pas émettre un bitcoin, pour faire simple, et l'euro. Donc, il faut bien savoir qui pourra l'émettre et qui se portera garant. Donc, ça pose pas mal de questions, on va dire, de mise en œuvre et de mise en circulation, parce que après, il y a une question de confiance dans cette nouvelle monnaie. Alors, justement, merci Jean-Pierre de Toulouse. Parlons des armes de la BCE. Parmi les armes, il y a deux types d'instruments. Quand vous avez parlé de la BCE, il y a le premier qui s'appelle le TPI. Alors, je vous le fais en français, l'instrument de protection et de la transmission qui a été mis en place en 2022. En quoi est-ce que ça consiste ?
En fait, quelle est l'idée? C'est que devant certaines turbulences de la zone euro, eh bien, la BCE a quand même pour mandat de mettre en œuvre la politique monétaire. Et il s'avère que certaines réactions de marché peuvent mettre en difficulté la mise en œuvre de cette politique monétaire. Et donc, on a essayé de trouver un moyen de pouvoir continuer, on va dire, à mettre en œuvre cette politique monétaire. Simplement, elle ne se fait pas automatiquement. Il convient qu'à ce moment-là, il y ait des critères. Que, notamment, c'est à supposer que ça soit la France, que si la France est attaquée, eh bien que la France ne fasse pas l'objet d'une procédure de déficit excessif. Que également aussi, c'est déjà le cas par Bruxelles, par la Commission. Mais ça répond à certains critères, que ça nécessite une absence de déséquilibre macroéconomique, il y a une soutenabilité budgétaire, qu'il y ait des politiques macroéconomiques saines. Donc cet outil nécessite certains critères avant d'être mis en œuvre pour justement qu'il y ait une continuation de la mise en œuvre de la politique monétaire. Alors il y a une deuxième arme de la BCE, c'est ce qu'on appelle les OMT, les opérations monétaires sur titre. En quoi est-ce que ça consiste? Eh bien, ce qui va se passer, c'est autant le premier instrument est on va dire, à l'initiative d'une certaine manière de la BCE, autant les OMT sont à l'initiative d'un pays qui se trouverait en difficulté. Et à ce moment-là, il faut qu'il fasse la demande auprès de la BCE et en même temps d'assistance financière, et du coup en accord avec ce pays, la BCE va étudier sur des critères, s'il y a toujours pas de déficit excessif, etc., la possibilité de racheter des obligations d'État. Vous êtes bien sur Sud Radio, on a le bonheur d'avoir Michel Rumi, économiste, professeur d'économie à Sciences Po Paris et à l'ESCP. Ça réagit encore beaucoup au 0826 300 300, mais il faut bien vivre. On se retrouve dans quelques instants. Sud Radio dans tous ses états. Philippe David. Sud Radio dans tous ses états. Philippe David. Et on a le bonheur d'avoir en notre compagnie Michel Rumi, économiste, professeur d'économie à Sciences Po Paris à l'ESCP. On a fait Nancy, on est descendu au sud-ouest à Toulouse, direction la Normandie, direction Caen. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour oui, Bruno Le Maire, alors pour moi, excite, faut le dégager. Alors attendez, on vous entend. Est-ce que vous pouvez vous décaler un peu parce qu'on n'entend pas très bien et on n'a pas entendu ce que vous avez dit, Philippe? Oui, et là ça va mieux. Ah ben là c'est parfait, fort et clair. Ok, oui, Bruno Le Maire, exit, faut le dégager, c'est une cata. Moi j'avais dit, ils l'ont pris parce qu'il parlait allemand, alors moi je veux bien payer un interprète et ça sera parfait. Alors, à côté de ça, vous aviez des gens comme André, je crois que c'était Monory à l'époque, des autodidactes, des ministres au plan. René, voilà. Bon, et puis j'en passe et des meilleurs. Non, là, il y a une erreur de casting grave. Je reviens, moi, sur ce que j'ai connu. Philippe dit, je travaillais aussi dans l'industrie aéronautique à l'époque. Mitterrand, dans les années 81. Mitterrand, blocage des salaires, je vous rappelle. Fermeture des industries lourdes. Blocage des prix et des salaires, Mitterrand. Oui. En 83, c'est le plan de rigueur. Voilà, fermeture des industries lourdes dans le Nord et techniques. Là, ça fait des catastrophes, des charrettes de chômeurs et encore des gens qui sont encore dans la précarité lourde. Alors, le choix de l'activité tertiaire, je vous rappelle qu'on a fait un choix. On a laissé partir notre industrie manufacturière comparativement aux Allemands. Moi, je les connais très bien. Ils fabriquent, ils produisent, ils fabriquent. Vous créez de la richesse. Moi, j'ai une question après pour votre invité. Comment il analyse l'implantation dans notre société, à majorité orientée dans l'activité de service, de l'arrivée de l'IA, qui va elle-même aussi être catastrophique pour tous les services et tout le tertiaire. Alors, école blanc, et surtout l'école blanc et les niveaux supérieurs, les cadres supérieurs, voire plus ingénieurs. Alors, Philippe, restez avec nous. Déjà, on va faire réagir Michel Rumi sur la première partie. Philippe parlait de la désindustrialisation. Alors, en Normandie, à Caen, on connaît bien, il y avait toutes les usines Moulinex, ou presque, qui étaient dans le coin. Il y en a pas mal qui ont fermé quand il y a eu la faillite de l'entreprise, qui a été reprise en partie par Seb, de mémoire. Est-ce qu'on ne paye pas aujourd'hui 40 ans d'absence totale de politique industrielle, contrairement à l'Allemagne, qui, elle, en a encore une, qui se décide d'ailleurs peut-être même pas à Berlin, mais dans les Länder? Alors,
Tout à fait. Dans une certaine mesure, on a fait le choix. Faut pas oublier que dans les années 80, comme j'avais dit, on a mis en place le capitalisme patrimonial, financier, dont l'actionnaire était le bénéficiaire de choix, et où notamment, pour faire simple, le salarié était paramètre d'ajustement, puisqu'on voulait optimiser les bénéfices, et donc c'était l'actionnaire qui gagnait. Donc, d'une certaine manière, si on a fait ce choix de tendre vers le capitalisme patrimonial, eh bien, on a délocalisé parce que auparavant, eh bien, en Sud-Est asiatique, la main d'œuvre était moins chère et donc on a délocalisé. Mais le grand problème, c'est qu'on a délocalisé aussi bien la main d'œuvre qui était chère, mais également le cœur d'activité, c'est-à-dire les processus de création de valeur. Et c'est ça qui l'ingénierie. Voilà. Et donc c'est ça qui pose problème, c'est qu'aujourd'hui, on s'est réveillé déjà. Les industriels s'étaient un peu émus, mais avec la crise sanitaire, et c'est devenu encore un peu plus aigu cette situation, avec même également l'invasion avec de l'Ukraine par la Russie, et donc du coup, on se voit aujourd'hui à devoir soit relocaliser, soit, réindustrialiser. Et la grande difficulté, c'est que aujourd'hui, on se pose la question de savoir comment le faire. Donc, première des choses, c'est on va pas tout réimplanter, on va dire d'abord en France, mais surtout en Europe. Aujourd'hui, on pense plutôt à ce qu'il y ait une réindustrialisation au niveau européen, où certaines parties des processus soient, on va dire, ventilées au niveau européen, mais que la main d'œuvre qui était la moins chère reste là où elle est actuellement. Donc, ça pose des grands problèmes. Mais aujourd'hui, même un pays comme la Chine subit des délocalisations, notamment dans le textile, vers le Bangladesh, où la main-d'œuvre est moins chère. Tout à fait. Et la grande difficulté, c'est qu'aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que la question qui va se positionner, c'est que cela prend du temps. On a mis la mondialisation, les accords de société en délocalisation ont pris une vingtaine d'années. Avant de réindustrialiser et de faire toute cette politique, il va prendre au moins une quinzaine d'années. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il convient de revoir les contrats, parce que derrière, il y a des contrats et qu'on ne peut pas casser comme ça. Et donc ça pose ce type de problème. Et bien sûr, ça pose ce type au niveau européen, de quelle politique industrielle et de voir comment gérer. Et l'arrivée de l'IA, ça vous fait peur ? Je crois pas qu'il fait... Alors, première des choses, il y a certains métiers qui vont être compatibles. On va dire compatibles dans le sens où ils risquent d'avoir des grandes frayeurs. Dans la mesure où il y a certains aspects qui vont être... Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que il ne faut pas non plus fantasmer que tout sera remplacé par l'IA. Il y a certains métiers où, je dirais, lorsqu'il y a des tâches répétitives, où il n'y a aucune valeur ajoutée dans une certaine mesure, où tout peut être segmenté, je dirais, en partie, et dès lors que c'est fait de façon pratiquement automatique, je dis bien, oui, on a intérêt à s'inquiéter là-dessus. Mais par contre, je suis dans un proche avenir, si vous avez une fuite d'eau, je vois pas du tout le plombier va faire de l'IA. Il vient toujours avec son fer à souder, mais l'IA marchera pas. Voilà. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est aussi raison garder. Il y a certains métiers qui ont, on va dire, pas de beaux jours, mais ils ont encore une certaine latence. Mais il y a certains métiers où, bien sûr, mais il faut aussi accompagner la transformation et aussi adapter l'enseignement, la formation continue dans ce sens. Merci beaucoup, Philippe Decamps. Est-ce qu'on risque une crise financière cet été, comme l'a dit Bruno Le Maire, a fortiori si la France n'a pas de gouvernement? Une crise financière, d'abord, il faut définir de façon simple, je dirais, il faut un événement déclencheur de cette crise. Est-ce que des élections européennes et notamment législatives, la décision de monsieur Macron, est-ce l'événement déclencheur? On le saura d'ici quelques temps. La question qui va se poser, c'est à partir de là, est-ce que ça va être uniquement en Europe? Est-ce que ça va être une diffusion virale dans tous les marchés financiers? La question qui va se poser, c'est une crise. Une crise, ça veut dire que au niveau financier, ça va être des cours de bourse qui concrètement vont se traduire par ce qu'on appelle un crash, et ça veut dire un cours de bourse qui va descendre de façon globale à peu près de 30%. Je pense pas que pour cet été, on y arrive. Mais qu'il y ait des corrections, c'est-à-dire une baisse des cours de l'ordre d'une dizaine de pourcents, cela peut arriver dès lors que certaines orientations politiques sera prises et que les marchés financiers, j'attire l'attention que les marchés financiers ont besoin d'être rassurés. S'ils savent que il y aura pas de grands mouvements ou des faibles mouvements, ils vont s'adapter. Dès lors que l'on prend des directions opposées à ce qui a été fait auparavant et que cela met une plus grande instabilité,
stabilité, à ce moment-là, on risque d'avoir de fortes corrections. Alors Michel Rumi, est-ce que la BCE soutiendra la France? On a parlé des 2 moyens d'intervention. Un ancien ministre des Finances en doute. La question de la BCE, c'est la sauvegarde de la zone euro et de la croissance dans un second temps, et notamment donc l'inflation. Donc la question qui peut se poser, c'est quoi? C'est qu'elle ne fera pas systématiquement. Elle peut notamment aussi sanctionner la France en disant « Eh bien, vous n'avez pas écouté les mises en garde précédentes au-delà de celle-là. » Qui dure depuis 30 ans. Voilà, donc il est bon de faire. Néanmoins, la question ne se pose pas de sanctionner, c'est est-ce que cela met en difficulté la zone euro et la survie de la zone euro? À ce moment-là, tout dépend de cette situation, et à ce moment-là, elle agira en conséquence. Mais sur ce cas-là, aujourd'hui, il n'y a pas de difficulté. Il y a eu la Grèce, on est arrivé à s'en sortir, il y a eu des turbulences, mais la zone euro est maintenue. Donc, bien sûr, là, on est dans un autre domaine de dimension, et ça peut poser aussi des problèmes. Justement, le too big to fail, est-ce qu'il pourrait marcher pour la France, alors qu'il est le trop gros pour se planter, pour traduire trivialement? Il n'a pas marché pour la Grèce il y a 15 ans, est-ce qu'il pourrait marcher pour la France? Non, la question, c'est que la position de la France en Europe c'est la seconde économie européenne. Donc on ne peut pas la laisser tomber. Simplement, on peut, on va dire, la rétrograder d'une certaine manière, au sens où la voix de la France au sein de l'Europe risque d'être remise en cause, et de dire qu'auparavant on avait parlé du couple franco-allemand. Aujourd'hui, on risque de plus du tout, on risque d'avoir un divorce, en tant soit peu si le couple avait existé. La question qui se pose aujourd'hui, c'est on risque d'avoir une position de la France qui rentre au niveau de l'Italie, de l'Espagne ou d'autres pays, et que d'autres pays qui, notamment, montent une certaine vigueur ou une économie, peuvent, je dirais, réussir. On voit bien, par exemple, 2 secondes, il y a quelques instants, il y a quelques années, on parlait des pigs. Vous savez, oui, Portugal, l'Irlande, Grèce et Espagne. Et aujourd'hui, notamment le Portugal et l'Espagne ont mis des politiques de rigueur et ils s'en sortent pas trop mal. Donc, tant qu'on n'aura pas mis ces politiques de rigueur et des réformes structurelles, on risque de payer encore le prix. Est-ce qu'on peut imaginer la France sous la coupe de la Troïka, Banque Centrale Européenne, Fonds Monétaire International et Commission Européenne comme la Grèce il y a 15 ans? Je dirais que c'est pas souhaitable, et je suis pas certain que la classe politique française accepte, parce que ça nécessite, elle aura peut-être pas le choix, parfois. Oui, mais il faut voir les conditions qui ont été prises. Il y a eu la baisse des pensions et des comment ça s'appelle, et des salaires des fonctionnaires qui ont été baissés très fortement. Donc je ne suis pas certain que ce qu'il faut bien voir, faut pas voir. Et puis les Grecs truandaient beaucoup les impôts, alors que les Français sont le peuple le plus taxé du monde. Et on a on va dire un ministère d'administration fiscale est très performante en France. Oui. Mais l'idée, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce qu'il ne faut pas négliger, ce serait rester, je pense à mon sens, qu'il ne faut pas rester uniquement dans la sphère économique. Il y a derrière des tensions sociales qui risquent d'exploser. On le voit bien entre, je dirais, le NPF ou le Rassemblement National. Il y a des personnes qui s'expriment, et derrière, il y a des réalités sociales, ne serait-ce qu'en termes de pouvoir d'achat, et ça pose des problèmes aussi. Merci beaucoup Michel Rumi, économiste, professeur d'économie à Sciences Po Paris et à l'ESCP. C'était absolument passionnant. Merci à vous. On se retrouve demain midi sur Sud Radio. Tout de suite, vous retrouvez Brigitte Lahaye. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.